suis très honoré d'être parmi vous pour ce masterclass en ligne de médecine de la reproduction. Donc, je me présente, je suis Dr Taïb Lahache, assistant hospitalier universitaire en endocrinologie et endocrinologie de la reproduction. Donc, je travaille à l'hôpital de Farhat Hached et au cours de cette présentation, nous allons parler des endocrinopathies et son impact sur l'infertilité féminine. Nous allons commencer notre présentation pour parler un petit peu de ce motif qui est assez fréquent, puisque en discutant des endocrinopathies, on a un large spectre d'endocrinopathies qui peuvent impacter sur la fertilité de la femme, pas uniquement des endocrinopathies qui touchent les ovaires, mais bien plus que ça. Alors, si on va parler de l'infertilité en cours d'une endocrinopathie, on va certainement parler d'une aménorrhée secondaire ou trouble du cycle en quelque sorte. L'aménorrhée primaire, on va un petit peu moins en parler, puisque quand on parle généralement d'une aménorrhée primaire, on va surtout parler de pathologies génétiques ou pathologies qui sont beaucoup plus de l'ordre de la pédiatrie que de la femme en âge de procréation. Donc, surtout, on va parler de l'aménorrhée secondaire. Et si on parle d'aménorrhée secondaire, dans ce cas-là, on va parler d'une cause acquise, puisque la femme elle a acquis ses règles, mais après il va y avoir des troubles du cycle. Donc la première chose que je vous avise à ne pas commettre, c'est de ne pas mettre une patiente sous traitement œstroprogestatif lorsqu'elle consulte. Pourquoi? Parce que même sous progestatif seul, on connaît, il y a certaines pratiques où une patiente elle consulte pour trouble du cycle, il y a une certaine facilité à prescrire le Dufaston ou les progestatifs en quelque sorte. C'est vrai que ces patientes auront des cycles qui vont reprendre, mais ceci va entraîner un retard diagnostique. On n'aura pas le diagnostic sur lequel on va se baser ultérieurement. Et donc, la consigne de base, ne jamais traiter une patiente ni par traitement symptomatique, ni par traitement progestatif pour trouble du cycle sans exploration antérieure. Le contrôle de l'axe gonadotrophe, c'est très important à connaître. Il y a eu une conception antérieure qui était la GnRH qui simule la FSH-LH, qui simule les ovaires. Cette conception a été un petit peu abandonnée, elle est un petit peu obsolète actuellement. Pourquoi? Parce que maintenant nous savons que le chef d'orchestre de l'axe gonadotrophe n'est autre que la kispeptine. La kispeptine, qui est ce petit neurone qui va agir, qui va être quiescent au cours de la puberté et qui va être activé au cours de la puberté pour stimuler à lui seul la GnRH. Et donc le complexe sur lequel se base l'axe gonadotrophe, c'est ce complexe KINDI, c'est-à-dire kispeptine, neurokinine et dynorphine. Donc la kispeptine et la neurokinine B sont des stimulateurs de la GnRH. Donc lorsqu'il y a activation de la puberté, ce sont les stimulateurs physiologiques de la GnRH, pulsatiles aussi, et qui subissent des influences inhibitrices en parallèle, et la dynorphine qui est le principal inhibiteur de la sécrétion de la GnRH. Pourquoi il faut connaître cette conception actualisée de l'axe gonadotrophe? Parce que maintenant, juste pour avoir une petite idée, on peut stimuler la fertilité par injection de ces substrats de kispeptine. Maintenant, le traitement par kispeptine est un traitement de l'infertilité. Et un petit peu plus tard, on verra, maintenant on sait que la prolactine, elle agit par son effet hypogonadotrope en inhibant la kispeptine. Donc les événements clés de la puberté, vous les connaissez certainement, la drainage c'est large, sont des anomalies, sont des observations un petit peu physiologiques sur l'apparition des seins, un petit peu l'apparition des règles, mais j'insiste un petit peu sur cette période qui est la mini-puberté, pour dire que l'axe gonadotrophe il s'active à la naissance. C'est une idée fausse de dire que l'axe gonadotrophe ne s'active au cours de la vie humaine qu'au cours de la puberté, mais non. Au cours de la naissance, en post-naissance immédiat, il y a une activation de l'axe gonadotrophe qui va terminer cette maturation gonadotrophe. Donc si on essaie d'explorer un petit peu une aménorrhée primaire, on va un petit peu voir s'il y a eu cette mini-puberté antérieure. C'est une période assez cruciale de la vie néonatale pour chercher s'il y a une anomalie de l'axe gonadotrophe. La physiologie de l'axe du cycle menstruel, un petit peu connue, deux phases principales, phase folliculaire, phase lutéale, interrompue à J14 par l'ovulation, l'ALH qui contrôle l'ovulation, la FSH qui contrôle la phase folliculaire, et il y a différentes sécrétions hormonales, principalement l'ostradiol en début et un petit peu à la fin, et surtout la progestérone à la fin du cycle. Ça, c'est pour connaître un petit peu l'horaire, la date d'exploration des hormones ovariennes. Pourquoi on dit J3, J5 du cycle? Parce qu'on sait que la progestérone elle est au plus bas
à cette phase du cycle et les œstrogènes sont un petit peu en train d'augmenter. Donc maintenant, on va partir sur la définition principale de l'aménorrhée secondaire, sur laquelle on va baser un petit peu notre présentation. Antérieurement aussi, on s'est un petit peu rendu compte que l'exploration est un petit peu retardée. Avant, on parlait d'une aménorrhée secondaire s'il y avait des cycles de plus que une absence de cycle de plus que 6 mois. Cette définition s'est un petit peu plus affinée au cours du temps. Maintenant, on parle de 6 mois si la patiente a été antérieurement avec des cycles irréguliers et à partir de 3 cycles seulement d'aménorrhée si la patiente avait des cycles réguliers. Et selon le Collège des gynécologues, maintenant, c'est 3 cycles consécutifs chez les femmes antérieurement réglées. Ça, c'est pour dire qu'il ne faut pas retarder la mise en place d'une exploration d'une femme qui a des cycles qui sont interrompus au-delà de 3 mois. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Partez à l'exploration, ne banalisez pas l'aménorrhée secondaire chez la femme. La femme peut ne pas avoir de cycle au cours d'une période de stress, etc. Mais à partir de 3 cycles, il est important de partir sur l'exploration d'une aménorrhée secondaire. L'épidémiologie est un petit peu en cours d'augmentation. Ceci est dû aux pathologies, aux interférents qu'on subit actuellement dans notre période, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens, la pandémie de l'obésité, etc. Il n'y a pas de prédominance ethnique. Pour l'orientation clinique, si on va parler de troubles du cycle, on va parler d'une pathologie qui touche tous les organes du corps de la femme. Pourquoi? Parce qu'on dit généralement dans notre pratique à nous qu'une femme qui déclenche sa puberté, qui a des règles régulières, avec des cycles réguliers, etc., on dit qu'elle est entre guillemets en bonne santé. Pourquoi? Parce que les règles et les cycles sont déterminés par énormément de composants, que ce soit hormonaux, nutritionnels, psychologiques, environnementaux. Et donc, la perturbation de l'un de ces composants peut provoquer une aménorrhée secondaire. Donc, il est important de vérifier un petit peu tous les examens cliniques, notamment gynécologiques, l'examen de la thyroïde, et ne pas oublier de rechercher la prise des médicaments parce que rien que pour eux, on peut expliquer énormément de troubles du cycle chez la femme. Et concernant ces médicaments, principalement, c'est les médicaments d'ordre psychiatrique qui sont les plus en cause de ces troubles du cycle, que ce soit les antidépresseurs ou les antipsychotiques, parce qu'en quelque sorte, ils jouent sur la GABA, sur la dopamine, qui sont des inhibiteurs et stimulants de la sécrétion que ce soit la quispéptine ou de la FSH directement. Ne pas oublier les corticoïdes et les antibiotiques. Pour les explorations biologiques, nous avons 2 mallettes. La première mallette, c'est la mallette de première intention. Si vous avez une patiente qui n'est absolument pas symptomatique sur le plan d'hyperandrogénie, ce qu'on dit, on va essayer d'orienter est-ce que le niveau du déficit il est central ou périphérique. Et donc, bien sûr, après avoir fait la bêta-ACG, on va faire la FSH-LH estradiol. Ça va nous donner la suspicion hypogonadisme, hypogonadotrope ou hypogonadisme, hypergonadotrope. Prolactine, TSH sont très importants à réaliser. TSH parce que la femme, elle est très sujette aux dysthyroïdies auto-immunes. La prolactine parce que par ces fluctuations chez la femme, elle peut provoquer des troubles du cycle. Le test progestatif, il faut le laisser après avoir fait ses bilans hormonaux en première intention. Le test progestatif, c'est un test assez simple, je vais vous en parler un petit peu après pour voir s'il y a une imprégnation œstrogénique chez la femme. Et la deuxième mallette, qui est de plus en plus couramment utilisée actuellement, qui va faire appel aux dosages hormonaux des androgènes. Ces androgènes, on les prélève et on les dose lorsque la patiente présente des signes d'hyperandrogénie, notamment acné, hirsutisme ou des signes de virilisme. Et donc, ces hormones androgénisantes, on les voit le plus souvent lorsqu'il y a une hypersécrétion, que ce soit surrénalienne ou ovarienne. Et la pathologie la plus fréquente qui est rencontrée actuellement dans l'hyperandrogénie, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, aussi on en parlera plus tard. Le test progestatif, je pense que vous le connaissez. Imprégnez la patiente avec 10 jours de progestatif pour voir s'il y a une hémorragie de privation au 10e jour. S'il y a une hémorragie de privation, on est certain qu'il y a une imprégnation œstrogénique. Il faut savoir que les oestrogènes ne suffisent pas à garder des règles chez la femme, il faut qu'il y ait une imprégnation progestative associée. Et s'il n'y a pas de hémorragie de privation, on est orienté vers une carence œstrogénique. Dans ce cas-là, on partira vers d'autres orientations cliniques. Très important, ne pas garder la patiente sous progestatif tant que le diagnostic clinique n'a pas été réalisé. Ça va entraîner un retard diagnostique et surtout occulter une pathologie qui peut être beaucoup plus dangereuse qu'elle ne le paraît.
Et donc, après avoir fait ces deux mallettes biologiques, nous sommes devant deux étiologies dans la localisation. La première, c'est l'hypogonadisme hypogonadotrope, c'est-à-dire l'axe hypophysaire, il ne fonctionne pas. On va retrouver une FSH-LH basse et des oestradioles bas. Et dans ce cas-là, on est devant deux pathologies principales, soit le niveau lésionné hypothalamique, soit il est hypophysaire. On s'orientera au niveau hypophysaire selon le niveau de la prolactine. Et l'hypogonadisme hypergonadotrope, et dans ce cas-là, c'est le niveau lésionné est un petit peu plus en bas, c'est au niveau ovarien. Dans ce cas-là, on partira surtout avec un karyotype pour éliminer les dysgénésies ovariennes, nécessairement le syndrome de Turner. Et après, on va partir sur les causes acquises, qui sont des pathologies qui sont de plus en plus fréquentes. Donc, pour commencer avec l'hypogonadisme hypogonadotrope, on va partir maintenant sur les pathologies hypophysaires. La première, c'est l'hyperprolactinémie. C'est une pathologie assez couramment rencontrée par les gynécologues et par les endocrinologues. Donc, elle est définie par une prolactine qui est supérieure à 25 ng par millilitre chez la femme. Mais il faut savoir que dépasser un seuil de 25 ng par millilitre ne suffit pas pour parler d'une pathologie de la prolactine, pathologie organique. Pourquoi? Parce que c'est une hormone qui est très sensible aux perturbations physiologiques et on peut avoir plusieurs dosages qui sont modifiés, que ce soit par la stimulation du melon, par le stress, par l'activité physique, etc. Donc, cette hyperprolactinémie, la première étiologie qui peut donner cette hyperprolactinémie, ce sont les médicaments, et dont on a parlé tout à l'heure, ce sont les médicaments psychiatriques, antidépresseurs et antipsychotiques. Et en tête de liste sont les antidépresseurs, que ce soit tricycliques, IMAO. Et vous voyez bien que pour les niveaux de fréquence de ces pathologies, les étiologies secondaires iatrogènes sont les premières à considérer lorsqu'il y a une hyperprolactinémie. Ensuite, on peut avoir bien sûr les pathologies hypophysaires et la macroprolactine qui est ce qu'on appelle une agrégation de plusieurs hormones de prolactine avec des immunoglobulines. Ça va donner une hyperprolactinémie biologique, mais en fait, sur le plan clinique, très peu de symptômes, voire polysymptomatiques. Donc, il est important de corréler le niveau de prolactine avec les signes cliniques de la patiente, parce qu'on le sait que plus le niveau de prolactine est élevé, plus on va partir sur une suspicion de pathologie hypophysaire, notamment d'adénoprolactine. Donc pourquoi ça donne une aménorrhée secondaire? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le processus de inhibition de la quispectine et du complexe Kendick dont on a parlé tout à l'heure. Et donc si on a une augmentation de la prolactine, on va avoir la diminution de la quispectine, augmentation de la dopamine qui est un des frénateurs un des stimulants de la prolactine, et donc on diminuera nécessairement la sécrétion de la GnRH, d'où le fait qu'en diminuant le niveau de prolactine, on peut améliorer la sécrétion pulsative de la GnRH. Les traitements de l'hyperprolactinémie sont très variables en termes de prescription et en termes de dose selon l'étiologie. Je vous donne une petite consigne, c'est lorsque vous avez une patiente qui a une prolactine qui est un petit peu élevée, ne pas partir à la traiter directement. Selon les recommandations, il faut doser la prolactine une deuxième fois après une petite période, 3 mois à peu près. Et donc si la prolactine est toujours élevée, si vous n'avez pas une étiologie, si la patiente elle a une infertilité, dans ce cas-là, on peut commencer un petit traitement après avoir fait une IRM hypophysaire pour éliminer une pathologie hypophysaire. Si le niveau de prolactine dépasse les 100 nanogrammes, dans ce cas-là, il faut très certainement faire une IRM hypophysaire et ne pas initier le traitement sauf si vous avez un diagnostic à l'image. Ensuite, nous avons les aménorrhées d'origine hypophysaire sans hyperprolactinémie. Dans ce cas-là, nous avons les pathologies infiltratives, les pathologies infectieuses, les métastases et ne pas oublier le syndrome de Chiron ou les hypophysites lymphocytaires auto-immunes. Un petit mot pour en parler. Le syndrome de Chiron, c'est lorsque vous avez une patiente qui a fait un accouchement hémorragique. Et dans ce cas-là, l'hypophyse, il y a une baisse au niveau du volume sanguin hypophysaire. Et donc, nous avons une patiente qui va avoir une insuffisance hypophysaire, un hypopituitarisme qui va s'installer de façon dissociée ou d'emblée. Donc, c'est une pathologie qu'on observait assez fréquemment auparavant, mais maintenant, puisque les accouchements sont plus contrôlés au niveau des services de gynécologie, les patientes n'accouchent plus chez elles ou sans encadrement médical, donc on les voit de moins en moins souvent. Et l'hypophysite lymphocytaire, elle a gagné un petit peu de regain au niveau de l'intérêt général depuis la pandémie Covid, parce qu'on a observé que les patients
qui ont réalisé un Covid assez sévère ont eu tendance à faire des hypophysites, des fois qui sont méconnus. Et maintenant, nous avons des études qui sont en cours pour confirmer que même les patients qui ont un certain nombre de Covid lents sont des patients qui ont en fait eu une hypophysite qui est passée inaperçue, qui laisse des séquelles un petit peu cliniques. Maintenant, on va parler des hypogonadismes et hypogonadotropes d'origine hypothalamique, un petit peu plus orientés en endocrinologie dans ce cas-là et un peu moins en gynécologie. Ce sont des aménorrhées d'ordre hypothalamique qui peuvent être dissociées entre organiques et fonctionnelles. L'organique, c'est un petit peu plus rare et le contexte il est généralement facile à dépister. Pourquoi? Parce que c'est des patients qui ont été soit irradiés, soit subis des traitements qui sont assez toxiques au niveau hypothalamo-hypophysaire. Donc la radiothérapie, surtout qu'on observe chez les filles avec par exemple, soit un néoducavome ou un crânio-pharyngium, ce sont des tumeurs qui sont parfois traitées par radiothérapie, qui laissent des séquelles au niveau hypothalamo-hypophysaire et donc un hypophysarisme qui va s'installer de façon d'emblée ou de façon dissociée. Ensuite, nous avons l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Ça, c'est un chapitre beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que quand on va parler de fonctionnel, c'est-à-dire l'axe hypothalamo-hypophysaire, il est sain, il fonctionne normalement, mais il va y avoir un déficit énergétique assez important qui va provoquer une diminution de la pulsatilité de la GnRH, de la kisspeptine et de la FSH-LH. Ça, on l'observe le plus souvent chez les patientes qui ont un déficit nutritionnel, un déficit énergétique assez important, notamment les sportifs de haut niveau et les patientes avec des troubles psychiatriques de type anorexie mentale. Pourquoi il y a une aménorrhée fonctionnelle? Parce que en fait, l'axe hypothalamo-hypophysaire ne fonctionne pas sans apport énergétique assez important, c'est-à-dire sans qu'il y ait un niveau d'énergie assez limite au niveau du corps humain. Ça, on va le suspecter avec l'indice de masse corporelle. Quand on parle d'une patiente avec une maigreur, c'est-à-dire un BMI inférieur à 18,5, on est assez orienté vers une diminution de l'apport énergétique chez ces patients. Et donc l'activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire ne sera pas optimale. Et plus on partira vers un BMI bas, plus l'aménorrhée fonctionnelle est assez importante. Comment on l'explique? Il y a une composante génétique certaine pour l'aménorrhée fonctionnelle, mais surtout, c'est par la diminution de la leptine et par l'augmentation du cortisol, qui est l'hormone du stress chronique. Quand on a une patiente qui diminue en poids et surinvestit au niveau du sport, le cortisol peut augmenter un petit peu. Donc, chez ces patientes, on a la triade classique, la triade de la sportive, qui est le trouble de l'alimentation, un petit peu l'aménorrhée, qui suit avec les troubles de l'alimentation, et bien sûr les complications qui vont s'en suivre, notamment l'ostéoporose et les fractures pathologiques. Comment on va les traiter? Très simple, on va essayer de redonner un petit peu d'énergie au corps pour activer son axe hypothalamo-hypophysaire. Très nécessairement, si la patiente elle a des cycles qui sont interrompus sur une très longue période, ne pas hésiter à commencer un petit peu d'hormones œstroprogestatives pour au moins protéger un petit peu l'os, du moins au début. Certaines études déconseillent la prescription d'œstroprogestatifs sur la longue durée. Ce traitement ne peut être gardé que lorsque la patiente a des cycles qui sont absentés sur la longue durée. Donc, pourquoi on le met un petit peu au début? Pour attendre le rétablissement de l'apport énergétique chez ces patients. Et donc, on va instituer un régime hypercalorique, augmentation de l'apport énergétique pour rétablir les cycles naturellement et bien sûr avec un encadrement psychiatrique approprié. Alors maintenant, on va passer au chapitre des hypogonadismes hypergonadotropes. L'hypogonadisme hypergonadotrope est un niveau lésionné qui est beaucoup plus fréquemment observé de nos jours. On va parler des étiologies congénitales en début parce que c'est important à éliminer avant de considérer les pathologies acquises. Pour les étiologies congénitales, on va surtout parler de l'insuffisance ovarienne primitive qui est définie depuis 2016 comme une aménorrhée primaire ou secondaire de plus que 4 mois et surtout une élévation de la FSH à un seuil de 25 unités sur 2 dosages. Il ne faut pas uniquement se contenter d'un seul dosage qui peut être un petit peu interféré par plusieurs prescriptions médicamenteuses, mais attendre 2 dosages à 4 semaines d'intervalle, c'est-à-dire attendre au moins un cycle. Et donc, certes, c'est une pathologie rare, mais on va vite voir qu'il y a une pathologie qui se distingue particulièrement dans ce groupe de pathologies en partant sur une exploration par karyotype. Donc, si vous avez une patiente qui a un hypogonadisme hypogonadotrope,
La première exploration à faire, ça sera l'IRM hypophysaire pour voir si le niveau lésionné il est hypophysaire ou hypothalamique. Et si vous avez une patiente qui a un hypogonadisme hypergonadotrope, c'est-à-dire l'ovaire ne sécrète pas assez d'hormones et donc il va y avoir une levée d'inhibition au niveau de la FSH-LH, dans ce cas-là, la première exploration, ce sera le karyotype avec une recherche d'X fragile associée. Le karyotype va rechercher la monosomie X, le syndrome de Turner qui est la pathologie la plus fréquente dans le cadre congénital, et le syndrome de l'X fragile qui est la deuxième pathologie la plus fréquente congénitale. On va un petit peu en parler plus tard. L'étude immunologique, l'étude hormonale associée, bien sûr, est importante à considérer. Dans ce cas-là, la prolactine n'est pas la première hormone à doser parce que la prolactine provoque un hypogonadisme hypogonadotrope, mais on va plutôt partir sur la TSH, une échographie périphérique très importante et l'écho iatrogène qui sont toujours à rechercher dès le début. Le traitement hormonal, très important si on a une patiente qui a une insuffisance ovarienne primitive prématurée sur la longue durée, ne pas initier directement des œstroprogestatifs. Il faut partir sur une approche de féminisation progressive afin d'éviter les effets indésirables liés à la initiation importante de fortes doses d'œstrogène et l'initiation de progestatifs assez rapidement. Donc on va essayer de féminiser progressivement avec de faibles doses de œstradiol, 17 bêta-œstradiol qui est le plus physiologique, 5 microgrammes kg jour, avec des quarts de comprimés de 1 mg si vous voulez, et augmenter progressivement sur des intervalles de 3 à 6 mois et initier le progestatif après au moins 2 ans si la patiente est quasi impubère. Donc pour les étiologies, nous avons les étiologies iatrogènes, génétiques, l'IAX et l'écosystème. Iatrogène, on en a un petit peu parlé, c'est une chimiothérapie gonadotoxique. Déjà, les carcinologues connaissent un petit peu certaines molécules qui sont assez toxiques pour les gonades. Et donc, maintenant, on a ce qu'on appelle la préservation d'ovocytes, la conservation d'ovocytes, qui est assez intéressant chez ce groupe de patients. L'écogénétique, on va en parler un petit peu plus tard, l'IAX aussi, et l'écosystémique, bien sûr, si on a des pathologies qui sont auto-immunes, on va avoir l'ovarite auto-immune, qui est une pathologie qui existe. Malheureusement, le dosage des auto-anticorps il peut être un petit peu difficile à faire en Tunisie ou dans d'autres pays, mais des fois on n'a pas besoin des auto-anticorps pour diagnostiquer cette entité, puisque si on fait toute la mallette étiologique et on ne trouve rien, et s'il y a un contexte auto-immun associé, par exemple la patiente elle a une dysthyroïdie auto-immune ou un contexte de polyendocrinopathie auto-immune, dans ce cas-là on est assez orienté pour parler d'une ovarite auto-immune chez la patiente qui a une insuffisance ovarienne prématurée. La première étiologie très importante à considérer, c'est le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner n'est pas aussi rare qu'on ne le pense parce qu'il touche une naissance sur 2500 filles, du moins sur les diagnostiquées à l'âge néonatal. Et donc, c'est quoi la combo clinique qui va orienter? C'est des patientes qui, soit elles ont un retard d'acquisition, au niveau néonatal, les réflexes, tout ça, un ictère prolongé, etc. Mais surtout au niveau de l'enfance et au niveau de la péripuberté, ce sont des filles qui sont de petite taille, généralement dépassent rarement les 1m50, voire 1m45, parce que si elles n'ont pas de hormones sexuelles, elles vont avoir déjà le pic de la puberté qui va être retardé, mais aussi l'absence de ce X et l'activité de ces deux X fera que même le cartilage osseux il sera de mauvaise qualité. Avec ça, il va y avoir un phénotype clinique qui associe un syndrome légèrement dysmorphique, épicontus, élargissement du centre des deux mains blancs, un quart qui est un petit peu réduit, bradycarpie, etc. Le syndrome de l'X fragile, ça aussi c'est une étiologie que je vous conseille vraiment de connaître, de ne pas occulter. Le syndrome de l'X fragile, il est assez facile à comprendre parce qu'on va parler d'un X fragile. Donc c'est des patientes qui ont deux X, mais dont un qui est généralement transmis par le papa ou par la maman, qui est de mauvaise qualité. Comment on détecte cette pathologie en fait? Ça va être en faisant un arbre généalogique et en recherchant des retards mentaux au niveau du sexe masculin. Pourquoi? Parce que les sexes masculins, ils ont un XY, et donc avoir un seul X de mauvaise qualité va faire que le patient ait un syndrome polymalformatif et un retard mental assez sévère. Chez la fille, beaucoup plus surprenamment, le syndrome de l'X fragile peut passer complètement inaperçu et ne avoir qu'un trouble de la fertilité.
Donc, comment on suspecte ça? Ce sera des retards mentaux au niveau du sexe masculin, arbre généalogique, et la fille, c'est généralement une infertilité parce que le X de bonne qualité va prendre en charge tout ce qui est organogenèse et l'aspect cognitif et tout ça. Et donc, la mutation éphéméra qui est à rechercher dans ce cas, à rechercher lorsqu'on a une hypogonadisme hypergonadotrope à karyotype normal ou lorsqu'on a un contexte génétique de troubles de retard mentaux masculins. L'hyperplasie congénitale aussi, non classique, ça c'est une étiologie à connaître, très importante, parce que c'est une pathologie qui reste de l'ordre vital, parce que ça touche le cortisol. Qu'est-ce qu'il en est? C'est en fait une mutation de la 21-hydroxylase, la 21-hydroxylase qui est l'enzyme qui va procéder à l'acheminement du cholestérol initial vers le cortisol. Et donc ce sont des patientes qui ont une mutation, que ce soit homozygote complète avec un syndrome de perte de sel à l'âge néonatal, ou bien partiel hétérozygote qui va avoir un syndrome plutôt, que ce soit hyperandrogénie, trouble du cycle, infertilité au cours de l'âge de la péripuberté et l'âge de la procréation. Et donc, comment on le suspecte? Ça sera le dosage de la 17-hydroxyprogestérone, qui est le substrat qui est en amont de l'enzyme de la 21-hydroxylase. Et donc, la 17-hydroxyprogestérone, si l'enzyme est anormale, il va s'accumuler en amont. Et donc, si on a une 17-hydroxyprogestérone qui s'accumule au-delà de 2 nanogrammes, ne pas hésiter à stimuler par un synactène, ACTH synthétique, qui va stimuler la cascade de cortisol. Et si on stimule par synactène et le 17-hydroxyprogestérone, il augmente, donc on est sûr qu'il y a une accumulation en amont et une anomalie de l'enzyme de la 21-hydroxylase. Et on posera le diagnostic avec un seuil de 17-hydroxyprogestérone supérieur à 10 nanogrammes. Ça, on va plutôt le suspecter chez les patientes avec un contexte de consanguinité parentale, parce que ça reste une pathologie autosomique récessive, mais aussi des naissances avec perte de sel dans la famille ou des décès en bas âge inexpliqués chez les enfants ou chez les cousins, etc. Voilà, donc ça c'est la 17-hydroxyprogestérone qui va s'accumuler en amont parce que l'enzyme, la 21-hydroxylase, va être abolie à ce niveau. Donc on aura une diminution du cortisol et de l'aldostérone, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être une pathologie vitale. Accumulation de la 17-hydroxyprogestérone en amont, et quand on a une accumulation en amont de la 17-hydroxyprogestérone, elle va partir vers le versant androgène, c'est-à-dire accumulation de la testostérone et de la DHEA sulfatée. Et qu'est-ce qu'on peut observer en parallèle? Ce sera des patients qui ont un état d'hyperandrogénie, hirsutisme, acné, ou parfois même un virilisme. Donc la prise en charge est un petit peu beaucoup plus complexe dans ce cas-là. On va partir sur l'éducation de l'insuffisance surrénalienne, un traitement par glucocorticoïdes physiologiques, notamment l'hydrocortisone. Et quand il s'agira d'une programmation de la fertilité, on discute avec nos confrères gynécologues pour programmer une fertilité et la suivre pour rechercher au moins le sexe du fœtus, parce que si c'est un fœtus de sexe féminin, il sera imprégné par ces androgènes, donc très important de ne pas garder la patiente en hyperandrogène. Ensuite, nous avons le versant hypogonadisme hypergonadotrope, et dans ce cas-là, on va partir sur des pathologies beaucoup plus fréquentes que les pathologies congénitales. Pour les étiologies acquises, la première étiologie à considérer, ça sera le syndrome des ovaires polykystiques. Très important à savoir que le syndrome des ovaires polykystiques est une pathologie d'élimination, c'est-à-dire on ne va pas considérer le diagnostic si on a une patiente qui a une hyperandrogénie ou des troubles du cycle à un âge de fertilité. Pourquoi? Parce que le syndrome des ovaires polykystiques maintenant est devenu l'endocrinopathie la plus fréquente de la femme en âge de procréation, en considérant les différents critères diagnostiques qui ont un petit peu changé récemment, c'est-à-dire troubles du cycle, hyperandrogénie et ovaires polykystiques échographiques. Donc si on a 2 critères sur 3, on va partir sur le diagnostic de syndrome des ovaires polykystiques. Mais ce qui est important à savoir, c'est que ces critères sont observés dans d'autres endocrinopathies. Et donc, si on a cette suspicion, il est important de considérer d'éliminer les autres pathologies, notamment les dysthyroïdies, l'hyperplasie congénitale dont on vient de parler, un syndrome de Cushing et surtout, si on a un contexte de virilisme, les tumeurs ovariennes ou les tumeurs surrénaliennes. Et donc, c'est vrai que le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une pathologie beaucoup plus complexe, donc il va être divisé en plusieurs
versants dans sa physiopathologie génétique, environnementale et le retentissement de la stéroïdogénèse et de la fertilité. Mais c'est important de savoir que c'est une endocrinopathie. Dans sa définition fondamentale, le syndrome des ovaires polykystiques est une endocrinopathie, c'est-à-dire un trouble hormonal qui est le plus souvent entre génétique et déterminé par l'environnement. C'est pour cette raison que les patientes qui consultent pour infertilité de cause SOPK, chez qui on diagnostique le SOPK pour la première fois au cours d'une infertilité, c'est en quelque sorte un échec du système de santé parce que on avait assez d'arguments antérieurs pour déterminer cette pathologie chez les patientes. Donc très important de traiter cette patiente par les endocrinologues dès le début en associant le phénotype surpoids obésité chez les patients avec troubles du cycle et hyperandrogénie pour que la fertilité soit optimale ultérieurement. Et pour parler pourquoi parler de cette obésité? Parce que quand on a une patiente qui a un surpoids ou une obésité, il va y avoir une augmentation de l'insulinorésistance. L'insulinorésistance, c'est cette faculté qu'a l'insuline d'agir sur les cellules périphériques, sur le tissu périphérique. Et plus on a cette insulinorésistance, plus il va y avoir un état d'inflammation de bas grade et il va y avoir une augmentation de l'insuline. Et on le sait, l'insuline est un stimulant direct et indirect de la pulsatilité de l'ALH et de la stéroïdogenèse T4. Donc plus on a un niveau d'insuline élevé, plus on va avoir une stéroïdogenèse importante chez les patientes et donc on va avoir une hyperandrogénie. Et qu'on voyait un petit peu les méta-analyses, plus on a une patiente qui part vers une obésité, plus on aura un risque assez élevé de SOPK. Et par ici, plus la patiente a un phénotype obèse sévère, plus la prévalence de SOPK est importante. L'hyperandrogénie, pourquoi? Parce que comme vous voyez ici, vous voyez que l'insuline, elle existe dans la cascade de la synthèse T4. Et donc, plus on a une augmentation de l'insuline, plus il va y avoir une synthèse importante d'androgènes. Très important à savoir que ce n'est pas uniquement lié à l'insuline. Bien sûr, il va y avoir plusieurs éléments qui interfèrent avec la synthèse de ces androgènes, notamment la production intra-técale, une dysfonction intra-técale par anomalies génétiques, parce qu'il y a des anomalies qui touchent la FSH, LH, le récepteur de la FSH, etc. Et surtout ce taux de LH qui est perturbé par l'insuline et par l'inflammation de bas grade qui perturbe la pulsatilité de la FSH et de la LH. L'origine ovarienne de l'hyperandrogénie, on en parle un petit peu parce qu'on sait que plus il y a des follicules importants, parce que quand on a une LH importante, on ne va pas avoir ce pic ovulatoire et donc on ne va pas avoir une sélection d'un follicule dominant proprement et ovulation par la suite. On va avoir sélection et augmentation du nombre de follicules qui vont s'entraîner, s'enchaîner sans qu'il y ait une apoptose des autres follicules autres que le dominant. Et donc on va avoir plusieurs follicules qui synthétisent les androgènes. Mais il faut savoir que l'origine des androgènes n'est pas uniquement ovarienne, il y a une origine surrénalienne qui est attestée. Et maintenant, selon les dernières recommandations, il est conseillé quand on a une patiente qui a une hyperandrogénie à testostérone normale, de doser le déhydroépiandrostène androstérone sulfaté qui est le SDHOA, qui est le substrat spécifique de la surrénale. Il n'est pas sécrété par les ovaires. Et quand on a un SDHOA élevé, on peut parler d'un critère d'hyperandrogénie biologique chez les SOPK. Donc toutes ces recommandations viennent d'être actualisées. Et tout juste récemment, donc je pense que il y en a qui ne connaissent pas un petit peu ces dernières recommandations, je vous conseille de les lire. Elles font 261 pages, c'est vrai que c'est assez important et c'est pour cette raison que la prise en charge du syndrome des ovaires polykystiques est assez complexe et c'est un petit peu notre sous-spécialité. Je m'y spécialise assez récemment et pour ça on a créé un CEC au niveau de la faculté de médecine de Sousse. Je vous conseille de lire un petit peu le programme au niveau du site de la faculté. Bon, le screening, 3 étapes maintenant selon ces recommandations. La première, partir sur cette irrégularité menstruelle hyperandrogénie clinique et dans ce cas-là, on a 2 critères diagnostiques, mais surtout éliminer les autres diagnostics qui peuvent donner ce syndrome des ovaires polykystiques. Le deuxième cas de figure, c'est avoir un seul symptôme et dans ce cas-là, on cherchera à l'appuyer avec un autre argument, notamment biologique et ou échographique et bien sûr en excluant les autres causes d'hyperandrogénie. Et le troisième cas de figure, c'est la patiente qui a une irrégularité menstruelle, hyperandrogénie isolée, avec pas assez d'arguments pour l'ovaire polykystique. Donc, si c'est une adulte, on va faire une échographie pelvienne pour confirmer le diagnostic. Bien sûr, l'adolescente, il faut faire attention à ne pas faire l'échographie ovarienne parce que
dans 40 à 60% des cas, on peut avoir des ovaires polykystiques physiologiques. Donc, l'échographie ovarienne est déconseillée chez la patiente qui a moins de 18 ans. Et selon les dernières recommandations, on va plutôt partir sur des explorations échographiques au-delà de 8 ans post-ménage ou de 18 ans en quelque sorte pour être sûr que c'est une ovaire polycystique échographique pathologique. Les phénotypes isolés A, B, C et D selon le nombre de critères, 2 critères sur 3. Donc plus on regroupe les critères d'ordre c'est-à-dire les 3 critères, plus on aura un phénotype qui est beaucoup plus sévère. Et c'est le phénotype qui est le classique, c'est le phénotype A. C'est le phénotype qui est métabolique, c'est les patientes qui ont un petit peu de surpoids, obésité, etc. Et les phénotypes C et D sont les phénotypes rares, surtout le phénotype D qui est un phénotype plutôt caucasien, c'est le phénotype maigre, très peu de complications métaboliques, de obésité, diabète et surtout l'hyperandrogénie et l'infertilité qui est le plus observé au niveau de ce phénotype. La prise en charge est assez complexe. Bien sûr, il faut partir d'une exploration endocrinologique, métabolique, avec un contrôle environnemental et sur le mode de vie. Ne pas hésiter à prescrire certaines molécules qui vont améliorer l'insulinorésistance chez les patientes obèses. On a des molécules assez récentes actuellement, notamment l'analogue GLP-1, les inhibiteurs GLD2 qui n'ont pas encore l'AMM et qui sont en train d'être considérés. Mais surtout, le piédestal ultime de la prise en charge, ça sera les règles hygiéno-diététiques pour diminuer cet apport en sucre qui va stimuler l'insuline et donc diminuer cette insulinosécrétion et insulinorésistance en perdant du poids. Donc ça c'est notre affiche pour le CEC de syndrome des ovaires polykystiques fait en collaboration avec l'équipe de gynécologie de Farhat Hachut. Pour les perturbateurs endocriniens, ça aussi c'est un élément assez important à considérer parce que actuellement nous sommes entourés d'un environnement toxique. Ces toxiques, ils viennent que ce soit par l'alimentation, la pollution, même par les textiles, des vêtements avec lesquels on s'habille. Bisphénol A, c'est assez connu, c'est une substance qui existe au niveau du caoutchouc, au niveau des bouteilles d'eau plastique, etc. Et donc toutes ces substances auront pour effet d'imprégner, de moduler le fonctionnement hormonal, que ce soit hypophysaire, ovarien, chez les hommes testiculaires. Et donc, c'est vraiment devenu une des causes principales d'infertilité inexpliquée chez les patientes après avoir exploré toutes les versions dont on vient de parler. Si la patiente ne comprend pas pourquoi elle a une infertilité, les perturbateurs endocriniens sont l'étiologie à considérer parce qu'ils sont très fréquents. Donc, comment ils fonctionnent? Ils ont un effet assez oestrogène-like. Ce sont des substances qui augmentent l'hyperostrogénie au niveau de l'organisme. Et quand on augmente le niveau d'œstrogène, chez les patientes, on va avoir une conversion de ces oestrogènes par aromatisation périphérique et donc augmentation des androgènes. Ce sont des patientes qui ont un phénotype qui ressemble un petit peu au PK, avec une acné, hirsutisme, trouble du cycle et bien sûr cette infertilité qui va s'en suivre. On résume tout ça au niveau de ce tableau. C'est un tableau que j'aime beaucoup parce qu'il donne une vue d'ensemble sur les étiologies et leurs anomalies hormonales qui s'en suivent. Pour l'anomalie fonctionnelle hypothalamique, l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, on va avoir un phénotype biologique hormonal hypogonadisme hypogonadotrope et associé à ça, c'est-à-dire une prolactine basse pour ne pas parler d'hyperprolactinémie, TSH T4 un petit peu basse aussi parce que voilà, on a un certain nombre de bases T3, TSH un petit peu élevé. Mais dans ce cas-là, on va s'orienter sur l'activité et le surinvestissement de la patiente, le BMI. Pour l'insuffisance ovarienne prématurée, dans ce cas-là, on a une FSH qui dépasse les 25, comme on l'a dit, sur 2 dosages, au moins 1 mois d'intervalle, et bien sûr un oestradiol qui est bas à un âge inférieur à 40 ans. Au niveau du syndrome des ovaires polykystiques, on a cette inversion du rapport qui oriente vers l'augmentation de la LH et la diminution de la FSH. Cette inversion doit dépasser les deux pour être un petit peu dans l'orientation. Ce n'est pas un critère diagnostique, mais c'est un critère d'orientation physiopathologique parce qu'on sait que la LH augmente chez les patientes OPK par cette insulinorésistance et l'augmentation de l'insuline. L'augmentation de la MH parce que c'est synthétisé au niveau des follicules qui sont assez nombreux et bien sûr en augmentation de la testostérone et des HEA d'origine surrénalienne associée. L'hyperplasie congénitale de la surrénale, ça on va la suspecter dans une patiente qui a une hyperandrogénie, infertilité, etc. avec une 17 OHP qui est augmentée supérieure 2 nanogrammes initialement et supérieure 10 nanogrammes post-synactène.
L'hyperprolactinémie, c'est assez simple, hypogonadisme hypogonadotrophe avec une prolactine élevée. Donc l'algorithme sur lequel on va se baser pour une aménorrhée secondaire, on va toujours partir de la FSH-LH estradiol, hypo-hypo-hypo-hyper, et partir au niveau lésionnel. Hypo-hypo, on va partir sur une IRM hypothalamo-hypophysaire parce qu'on n'a pas de FSH-LH. IRM normale, considérer l'aménorrhée fonctionnelle et les autres étiologies associées. Si on a un hypo-hyper, c'est-à-dire l'hypophysie fonctionne, mais ce sont les ovaires qui sont en cause de l'anomalie hormonale. Et dans ce cas-là, première chose à faire, c'est le karyotype, éliminer le Turner et s'orienter pour le X fragile. Si tout est normal, dans ce cas-là, considérer les causes acquises, notamment les anomalies périphériques, iatrogènes, syndrome des ovaires polykystiques ou autres. Bien sûr, faire le dosage de bêta-HCG initialement. Donc la prise en charge, ça va être dépendamment de l'étiologie. Bien sûr, on ne va pas traiter les patients sur la même longueur d'onde. Si on a une hyperprolactinémie, on va traiter l'hyperprolactinémie. Si on a un syndrome des ovaires polykystiques, il n'est pas du tout obligatoire de prescrire des traitements, mais plutôt partir sur des règles hygiéno-diététiques et faire maigrir la patiente. Donc, l'étiologie va, le traitement sera considéré selon l'étiologie. Et donc, traitement hormonal substitutif, si on a une insuffisance ovarienne prématurée, pour protéger un peu l'os et protéger un peu le risque cardiovasculaire, ne pas le considérer dans l'aménorrhée fonctionnelle, sauf si la patiente elle a une aménorrhée très prolongée pour un petit peu protéger un peu l'os, mais surtout dans ce cas-là, on va partir sur une amélioration des règles hygiéno-diététiques, amélioration du BMI. La prise en charge psychiatrique, elle peut être considérée chez beaucoup de patientes qui ont une perception un petit peu difficile de l'infertilité pour diminuer un peu leur cortisol, leur stress, etc. La préservation de la fertilité quand on a une toxicité gonadique, surtout dans la chimiothérapie. Induction de l'ovulation, ça peut être considéré chez les patientes avec syndrome des ovaires polykystiques pour les contrôler si on a une infertilité malgré l'amélioration des règles hygiéno-diététiques et des traitements. Et si on a une aménorrhée fonctionnelle avec désir de fertilité, la pompe à générage c'est un excellent traitement pour ce genre de patients. Et bien sûr, ne pas hésiter à traiter les patients d'ordre symptomatique parce qu'on sait très bien que si la patiente elle a une aménorrhée secondaire, un hypogonadisme, on va avoir un retentissement osseux, cardiovasculaire, cognitif. Un petit peu sommairement, on va en parler. L'effet cardiovasculaire, on sait que les estrogènes protègent les artères. C'est pour cette raison que les femmes sont beaucoup plus protégées avant leur ménopause que les hommes au niveau cardiovasculaire. Et donc, les patientes qui sont en insuffisance ovarienne prématurée ou sont en aménorrhée prolongée, elles sont sujettes à cette augmentation du risque cardiovasculaire. Le niveau cognitif aussi est très important parce que les oestrogènes sont des hormones assez importantes pour la chimie cérébrale et donc c'est pour cette raison que les patientes qui sont en ménopause ont cette irritabilité, un trouble cognitif qui s'installe un petit peu en parallèle au niveau de la périménopause. Donc ne pas hésiter à le considérer. Considère aussi le retentissement psychiatrique associé et le retentissement osseux aussi parce que on le sait, les oestrogènes sont très très importants pour la minéralisation osseuse et pour le blocage de l'inhibition des ostéoclastes qui grignotent un peu l'os. Donc voilà, ça a été ma vue d'ensemble sur les pathologies endocriniennes et de l'infertilité féminine. Je pense que c'était un petit peu long parce que les pathologies sont assez importantes, assez variées. Mon message clé principal, ça va être de ne pas traiter la patiente par œstroprogestatif tant que le diagnostic étiologique n'a pas été fait. Ça, c'est un élément important pour ne pas retarder le diagnostic et ne pas occulter des pathologies qui sont assez graves, notamment l'hyperplasie congénitale surrénale. Très important de dire que quand on va partir sur un aménorrhée primaire, dans ce cas-là, on va passer plutôt vers les étiologies génétiques. Même le Turner peut donner une aménorrhée primaire. Mais quand on va parler d'infertilité et tout ça chez les patients en âge de procréation, c'est généralement l'aménorrhée secondaire qui est à considérer. Et l'étiologie principale actuellement qui est, selon la fréquence, c'est le syndrome des ovaires polykystiques parce que c'est dû à l'augmentation, à l'altération de l'environnement, la perturbation métabolique qui s'ensuit, les perturbateurs endocriniens, etc. Donc, le pronostic de la fertilité, bien sûr, il va dépendre de la pathologie. Hypogonadisme, hypogonadotrope, logiquement, si on traite par pompe à générage, donc les ovaires ils vont s'activer et on peut avoir un pronostic de fertilité qui est assez bon.
Quand on a une étiologie périphérique, dans ce cas-là, la fertilité sera un petit peu plus compromise par chimiothérapie ou par radiothérapie ovarienne ou dans ce cas-là, le syndrome de Turner. Bien sûr, la fertilité sera un petit peu plus compromise et dans ce cas-là, ne pas hésiter à conserver les ovocytes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à nous communiquer si vous avez des questions. Et vous trouverez mon mail dans la description de l'auteur en bas. Et je vous remercie.